Installez-vous confortablement, votre film vous est présenté par The White Kenyan. The White Kenyan, disponible sur la boutique de l'atelier de l'ULM. Alexis Pelletier. Ça fait des années qu'on entendait son nom entre deux bières tièdes au bar de l'aéroclub. Alexis Pelletier, un des derniers à avoir connu le ciel d'avant, celui des vieux zincs brinque-ballants et des pistes en terre battue. Mais au fond, personne ne savait vraiment. C'était du flou, des bouts d'histoire usés jusqu'à la corde qui sentaient la clope et le kérosène. On disait qu'il s'était exilé au Kenya, loin, bien loin des champs de betteraves et de la vieille piste de Persan. On l'imaginait grand, élancé, un chapeau vissé sur le crâne, et des bottes couvertes de poussière rouge. No, we'll go. I think I'll manage to go to pick you in Nanyuki. Yeah. Alexis Pelletier, un aventurier à l'ancienne, un peu bohème, un peu pirate. Mais était-ce vrai? Ou juste un mythe pour rêver, pour oublier qu'on n'en était plus là, ou même qu'on n'était plus grand-chose? Il fallait voir, laisser de côté les racontars et chercher l'homme derrière la légende, ou le fantôme. Parce qu'au bout du compte, peut-être qu'il n'y avait rien, ou peut-être juste un souvenir flou qui s'effilochait avec les années. J'ai 2 ans de plus que lui, donc c'était mon petit frère, forcément. On a fait les 400 coups ensemble, on a tout découvert ensemble finalement, parce que la différence d'âge a été très proche. Moi, je suis né à Lannion, en Bretagne, et à l'âge de 3 ans, mon père, ayant démissionné de la marine, etc., il avait beaucoup de mal à se faire à la vie civile, parce qu'on a une famille de tradition militaire. Mon grand-père était amiral, l'autre grand-père était général, le frère de mon père est général. Et puis, il est parti s'expatrier en tant que coopérant en Tunisie. J'avais 3 ans. Et à partir de là, on a bourlingué dans toute l'Afrique. À chaque fois, on changeait de lieu, d'école, d'amis, et donc c'était une découverte. J'ai pas vraiment de racines. Ce qui me plaît d'ailleurs, c'est que c'est l'ouverture au monde étant tout petit déjà, quoi. Alexis Petit, c'est mon grand frère. On a 5 ans de différence. Moi, je suis la petite sœur qui a été très gâtée par Alexis. C'est un grand frère infiniment gentil, qui a toujours voulu me faire plaisir. Il pouvait jouer avec moi pendant des heures, même quand il avait 12 ans, il jouait avec moi qui avait 7 ans. Moi, j'étais plutôt un enfant, un rêveur, solitaire, je dirais. J'ai jamais aimé le groupe. Et puis, quand j'étais enfant, je dis bien mes 9 premières années de ma vie, je vivais dans mon monde. On était timide, peut-être par éducation ou par réserve, je ne sais pas. J'étais pas dans le monde. Là, j'étais dans mon monde. Et bien sûr, je volais beaucoup dans ce monde-là. La magie de l'enfance, pour lui, c'était très important. Et il avait du mal à quitter cette enfance. Et je ne suis pas sûre qu'il ait tout à fait quitté, d'ailleurs. Il a toujours été passionné par l'aviation. Alors c'est vrai que notre père était pilote dans l'aéronaval, et donc on a été bercé. Il y a des pilotes
qui m'ont inspiré, oui. Déjà en commençant, quand j'étais tout petit, par mon père. Mon père, ce héros, forcément. Son père avec pilote de Corsair à l'époque. Dans l'aéronaval, il pilotait sur des Corsair F4U. Sur porte-avions, c'était toujours fascinant, forcément. Hein. Et puis quand il racontait ces histoires avec une telle nostalgie, mais qu'est-ce que ça... Il racontait ces histoires souvent, parce que c'était encore assez récent pour lui. On était petit garçon, et toutes ces photos, et toutes ces histoires, et ces faits de pilotes et de guerre, c'était forcément... Et t'imagines ces énormes Corsair posés sur des porte-avions à pont droit, court. Il faut être complètement cinglé pour faire ça. Dès tout petit, j'avais qu'une seule envie, c'était de voler. On n'avait jamais eu de télé à la maison, mais on avait les disques de Michel Tanguy. Moi, j'écoutais ça en boucle. Donc voler, c'était une chose claire et nette. J'allais voler dans ma vie. C'est quand même un parcours très atypique pour devenir pilote, parce que dans la société actuelle, pour devenir pilote, il faut faire des études quasi d'ingénieur. Et donc, déjà à l'école, où il avait du mal... Moi, j'ai été un enfant en échec scolaire total. Mais bien total. Mon père était inquiet par rapport à son avenir, hein, puisque à l'école... Je ne comprenais pas ce que je faisais là-dedans, quoi. Il a passé des heures à essayer de lui faire rentrer les calculs. Et c'était, pour moi, l'école a été une souffrance. Il a tout essayé, récompense, punition, désespéré. Ce qui était très compliqué pour Alexis, c'est de rester assis comme ça à une table pendant des heures en classe. C'était une torture pour lui. L'école, c'était vraiment une torture de rester enfermé. Il a besoin de liberté, il a besoin d'espace. La seule chose que je savais faire à l'école, c'était des avions en papier. Et mes seules évasions, quand j'étais dans la prison d'école, pour moi, je sortais comme ça, je rêvais de voler et d'aviation tout le temps. Et donc, je prenais les lunettes de plongée de mon père, je mettais une chaise sur le bureau, un balai entre les mains, et je passais des heures avec un déguisement de casque de cosmonaute, les lunettes de plongée de mon père, et un balai, et je volais des heures par la fenêtre, en faisant bou, bou, bou. Soit je jouais avec lui et c'était mon cheval, soit lui, il pilotait un avion. Il avait déjà ça, et il adorait faire des constructions, il construisait des avions en balsa. Il a commencé avec ses économies à faire un petit modèle réduit avec son balsa, le papier, c'était les premières télécommande un petit peu pour faire ça. Il a mis 6 mois à construire ça avec acharnement, avec des heures et des heures de travail. La première fois qu'il a voulu le faire voler, après quelques effets infructueux où il fallait faire décoller l'hélice en se cassant le doigt à chaque fois avec le retour de manivelle, si je puis dire, son truc avait enfin décollé avec plaisir, plus qu'à se... Et puis, bof, dans un arbre, écrasé. On était tous pliés de rire, sauf lui qui était désespéré, évidemment. Mais donc voilà, ça a commencé comme ça, son histoire avec l'aviation. Les frères Pelletier, c'était une vraie équipe. Une enfance joyeuse, pleine de rire et d'espièglerie, toujours à monter des coups dans leur coin. Alexis, lui, avait déjà ce regard particulier, un peu rêveur, un peu ailleurs. On devinait qu'il ne suivrait pas les sentiers battus. Et c'était bien comme ça. Après tout, les plus beaux chemins, ça se dessine en marchant. Jamais d'avance, jamais tout droit. À l'âge de 17 ans, j'ai quitté l'école. J'ai décidé de quitter l'école, de bosser, j'étais au Canada à ce moment-là, de bosser sur garder des enfants, faire du ménage, faire des frites dans des roulottes pour les chantiers. Ce qui fait que j'arrivais à me payer 1 heure de vol par semaine. Et donc il a fait des économies, il a travaillé pour passer son brevet de pilote au Canada à l'époque. Voyant ma détermination, mes parents m'ont aidé à terminer mon pilote privé. Il s'est vraiment accroché parce que c'était une chose pas du tout évidente au départ. Donc j'ai eu ma licence de pilote privé avant mes 18 ans. Lui qui avait des difficultés pour se concentrer, pour travailler, dès qu'il s'agissait de passer ses examens de pilotage, il était très très doué. Il a fait des choses beaucoup plus difficiles que le bac alors qu'il n'a pas du tout passé le bac. Comment pouvoir développer sa passion au-delà de son brevet de tourisme ou de petit avion. Il s'est engagé à l'époque, c'était le service militaire encore, hein, dans la garde républicaine, dans l'espoir de faire les concours et les examens pour passer pilote dans l'aviation légère de l'armée de terre qui existait, ça s'appelait la LAT. Ah, la garde républicaine.
C'était dans une vie antérieure, ça. En ce moment, c'est un passage très ludique, je dirais. Moi, étant non académique et ayant pas le sou en poche, il fallait bien trouver une façon de le faire. Et donc c'était dans cet espoir-là, tout en associant le cheval qui était sa deuxième passion. Mais donc j'ai fait en tout 6 ans de carrière et à la garde républicaine. On avait quelques chevaux un peu difficiles, un peu capricieux. On avait un qui portait très très bien son nom, c'était Naufrage. Et je sais pas, à chaque fois qu'on était à court de chevaux, et on me donnait Naufrage. C'est-à-dire, ah non. Alors, quand les autres étaient au pas, j'étais au trot. À l'arrêt, il piaffait. Les hélicoptères, ils regardaient, ils faisaient demi-tour. Et on se rigolait, bien sûr. Donc voilà, j'ai même sauté dans la foule une fois avec. C'est quand j'avais une escorte présidentielle ou un défilé avec Naufrage. C'était systématique, le lendemain matin, on donnait une demi-journée de repos. On lui donnait d'ailleurs les chevaux les plus difficiles et il arrivait à faire des parades avec des chevaux qui étaient très difficiles à monter. Et c'était le seul qui arrivait à les monter correctement. Parce que dès que t'es pas en ligne, dès que t'es pas aligné, dès que t'es machin, tu te faisais engueuler, que j'en ai pris. J'en ai pris avec Naufrage. C'était quelque chose qui le contraignait. Je veux dire, la hiérarchie, l'uniforme, la rigueur des trucs, la couture du pantalon, c'est quelque chose qu'il a eu du mal un petit peu à supporter. Bon, enfin, il en conserve quelques séquelles, sans doute. Je suis très mauvais dans la vie de groupe. Il a fallu aussi faire une certaine abnégation là-dessus, savoir faire la part des choses, et puis savoir se donner la discipline pour faire aussi certaines choses qui ne sont pas toujours faciles à faire. Ajournant ses aspirations aéronautiques, Alexis dut se plier aux exigences de la garde républicaine, mettant à profit avec discipline et maîtrise son excellence de l'art équestre. Et mes copains qui recevaient du fric de leurs parents, etc., ils s'ennuyaient. Ils se disaient, bon, je suis ennuyé, on va voler. Et je faisais voler les potes à Person-Beaumont. Dans les années 80, 82, 83, Alexis, un morpion de cabine, un morpion de tout ce qui pouvait voler. Il était garde républicain, il me semble, à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'on ne parlait pas tellement de nos vies privées. Il était là, c'était l'avion, l'aviation, les pilotes. C'était ce qui l'importait le plus, lui. J'ai commencé vraiment par la toute petite porte, quoi. Et j'ai découvert l'ULM. Il y a eu l'éclosion de l'ULM, le Microlight, et là, il l'a trouvé tout à fait savoir en retrouvant finalement les plaisirs de l'origine de l'aviation. Tout de suite, il a adoré cette sensation de contact direct avec l'air. On est vraiment comme un oiseau, c'est formidable. Alexis, je crois qu'il est né en 62 ou quelque chose comme ça, c'est un petit gamin. C'était un gamin pour nous tous. Il avait déjà pas une tête de vieux, mais il faisait plus vieux que son âge. Mais par contre, tu le vois aujourd'hui, il ne fait pas son âge. Il était marginal. Il était en même temps garde républicain. Vous voyez que c'était quelqu'un qui maîtrisait déjà son sujet. On sentait quand même qu'il y avait un personnage. Moi, j'avais un caractère un peu chaud quand même aussi à l'époque. Rien ne pouvait l'arrêter. Quand on voit à l'époque ces fous volants sur leur espèce de trépanel. Michelet, il avait son bus anglais qui était là, le Hou qui avait sa caravane à côté, et puis ils ne pouvaient pas se piffrer tous les deux. C'était trop drôle. Et puis là, c'était des bagnoles de là à là, de curieux qui venaient voir, quoi. Et là, on arrivait avec les remorques, hop, on montait, moi je campais là, et il y avait Jean-Marie qui campait là, on se mettait à côté parce qu'on déconnait ensemble. Et ouais, c'est juste ici, là. Là-bas, c'était le coin des professionnels, nous, c'est le coin des amateurs. Non, on rigolait bien, et puis bon, il y avait des lascars, là. On n'engendrait pas la mélancolie au club. Non, ils ont retrouvé finalement le plaisir et l'esprit pionnier de l'aviation avec les sensations à nouveau réelles, directes. On croisait à maximum 55 km/h. Ça volait tout seul ces trucs-là, puis c'est tellement lourd.
On se faisait pas mal quoi à l'époque. Et puis, il était parfois un petit peu osé dans ce qu'il faisait dans ses vols, limite sécurité. C'est vrai qu'il était foufou dans les projets qu'il avait. Je faisais des démonstrations dans des meetings aériens de vrille. Mais pas voler dans les règles, pas voler dans un cadre. C'est sûr qu'il optimisait les machines, en tout cas il optimisait le vol en fonction des machines qu'il avait. Je fais un petit nom comme ça en ULM en faisant des démonstrations. Oui, si tu es aventurier, il faut que tu sois quelque part, tu as envie de découvrir. Si tu es trop, pas assez un petit peu foufou, ce qu'on peut dire, bah tu restes chez toi, tu fais rien quoi. De fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer du monde. Il s'est fait un nom finalement dans ce monde de pionniers de l'ULM et de pilotes d'essai, à telle enseigne que Yann Arthus Bertrand, à l'époque, l'avait contacté pour son grand projet de Kenya vue du ciel, migration des gnous, etc. J'ai été contacté par Yann Arthus Bertrand, il disait on va au Kenya. Yann Arthus Bertrand, à l'époque, était déjà connu parce qu'il faisait les couvertures des Laurent Garros, et il faisait les photos du Paris-Dakar. Il avait fait Paris vue du ciel déjà, et puis il faisait aussi des bouquins sur les chevaux aussi, il a fait des bouquins. Il était déjà connu, mais c'était pas l'Arthus Bertrand d'aujourd'hui, mais il était déjà bien connu. Moi, bon, j'avais déjà un petit nom dans l'ULM, et moi j'étais bien tête brûlée. Ah ouais, à l'époque, oui. Ça avait passé du jour au lendemain d'ailleurs. Et il devait faire ce reportage au Kenya, il avait contacté Pascal, comment il s'appelait, celui qui s'était posé au sommet du Mont Blanc. Pascal Morel. Morel, c'est ça, Pascal Morel. Et puis, je sais pas, il ne pouvait pas partir, etc. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et donc, il a entendu parler de moi. Et Yann Arthus Bertrand cherchait à l'époque un moyen de pouvoir faire ses photos aériennes avec des moyens ultra légers pour ne pas effrayer les animaux, donc d'avoir un appareil qui pouvait couper son moteur, planer, accompagner, faire quasi un vol d'escadrille avec les pélicans. On voit d'ailleurs quelques films superbes à propos de ça. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'Alexis a pu partir là-bas avec son ULM. Hein. Une machine avec des ailes de maestro, une cellule de baroudeur, on appelle ça le Golfo. C'est un ULM qui était un peu passe-partout quoi. Une machine qui se prêtait un petit peu à tout ça. C'est arrivé comme ça, vraiment, une opportunité. Il a pris un congé sans solde de la garde républicaine. Et moi, j'étais gendarme à l'époque. Hein. Ah, je dis, ah ouais. Donc, l'appareil était blanc, je me rappelle l'origine. Et donc, il faut le repeindre en rouge Marseille. À l'époque, on pouvait prendre un congé sans solde, renouvelable assez indéfiniment. Donc, si tu veux, j'avais toujours ce petit côté, je dis bon, je fais une grosse bêtise, mais j'y vais, quoi. Et j'avais pas un rond. Hein. Et puis, il est parti avec Yann Arthus Bertrand, son avion, et une organisation, je me souviens, il avait son avion rouge avec des grandes lettres marquées Save the Rhino. Un avion équipé avec des caméras avec lesquelles ils ont fait tout ce reportage magnifique de Kenya vue du ciel. Ça montrait bien aussi son engagement dans la sauvegarde de la faune africaine. On avait fait quelques photos en tenue de garde républicain, cavalier avec le casque, etc., partir en vol. Il s'était envolé là-bas, au-dessus des grandes plaines d'Amboseli. Les Maasai, il les avait croisés, silhouettes élancées, couleurs écarlates, presque irréelles. Et cette faune sauvage, extravagante. Tout ça, il l'avait vécu sous l'œil du photographe. La dernière photo du reportage, ça devait être un looping, parce que je faisais du looping à l'époque. Moi, c'était des patates, on ne peut pas faire de vrai looping, c'est un peu des patates. Monter le plus haut possible et faire un looping avec un grand angle devant, seul à bord bien sûr, le plus haut possible, et le Kilimandjaro derrière. C'était un peu le but de la manœuvre, c'est la dernière image à faire. Donc je pars pour faire ce looping à la frontière tanzanienne,
Voilà. Et il y avait des nuages, c'était haut. Et puis, bon, dans cette haute altitude de raréfaction de l'oxygène, son moteur n'a pas suivi, visiblement. Ben, il a eu une carafe moteur, et puis il a voulu rentrer. Je ne pouvais pas retourner en plein nez d'où j'étais. Il dit, waouh, là j'ai un problème. Il était poussé par les vents, il était obligé de se poser sur un plateau du Kilimandjaro. Et instinctivement, j'y suis allé et je me suis posé. Et le seul endroit un petit peu plat, c'était le plateau avant le sommet du Kilimandjaro. Et je commençais à toucher des pierres sur le train, je perds de la vitesse. Et d'un coup, il y avait un gros caillou devant moi, j'essaie de l'éviter, je lève la roue avant un peu, mais ça tape, la roue avant casse, elle me passe entre les jambes. Et en se posant, je crois qu'il est passé sur le dos. L'avant a touché, plein pot, paf, je suis passé sur le dos. Casser l'hélice, le mât, machin, et moi à l'envers sous le Kilimandjaro, c'était là. Donc l'essence qui coulait, qui lui dégoulinait dessus. Quand t'es déjà vivant, c'est bien. Mais bon, moi j'étais militaire, dans un pays communiste, sans permis, sans bouffe. À l'époque, la Tanzanie était fermée, hein, donc il a atterri tant que faire se peut. Il a réussi à rentrer en contact avec une équipe qui était au sol. Mais bon, son équipe au sol a essayé de le rejoindre, mais bon, ils ont traversé la frontière de façon illégale, forcément, parce que c'est un pays fermé. Et Alexis se retrouvait là-bas avec son avion, avec des caméras sur les ailes, etc. Bah, les premiers arrivés, c'était évidemment l'armée tanzanienne, avec l'hélicoptère. Et oui, les emmerdes ne faisaient que commencer. Il a été emprisonné comme espion, évidemment. Hein. Ces caméras, aviation, violation de l'espace aérien et de la frontière. Donc il s'est retrouvé illico presto en prison. Donc moi, je me retrouve en tôle, quoi. Et comme espion, en tant qu'espion, je n'ai pas d'avocat, il y avait 5 ans pour espionnage, 2 ans pour violation d'espace aérien. Moi, je venais de me marier en plus, à l'époque. Alors par bonhomme, mon père à l'époque était donc fonctionnaire international et il s'occupait de l'aviation civile internationale et des réglementations aériennes. Et il se trouvait justement pendant cette période-là au siège de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, à Montréal, au Canada, pour la réunion plénière annuelle. Il était justement en train de négocier les accords de circulation aérienne avec la Tanzanie. Et donc il a pu solliciter le ministre de l'aviation en lui disant « Écoute, j'ai un petit souci avec mon fils ». Donc il a été libéré après une semaine. On a fini par sortir. Ils ont eu 48 heures pour partir, mais l'appareil était toujours là-haut. On avait 48 heures pour sortir la machine du Kilimandjaro. 48 heures. Et donc il a dû récupérer vite des pièces et ils ont fait 3 fois l'aller-retour d'ascension du Kilimandjaro sur la même journée, enfin un truc de fou. On répare tout ce qu'on peut, on change, on essaie de souder, toi, à ces altitudes, on arrivait à fondre du métal, donc on a fondu du métal. L'hélice prenait pas ses tours. Le mât, c'était des tuyaux d'eau en ferraille, parce que le mât était tout écrasé, tu vois. Elle était bien bancale la machine, hein. Elle était bien bancale la machine. Je pensais qu'il allait essayer de se cracher de haut, mais donc, hop, en prenant un peu de vitesse, il a pu regagner le Kenya. Et puis j'arrive à décoller, quoi. J'ai décollé. Donc ils ont réparé et quelques dizaines de minutes plus tard, Alexis s'est posé à Cape Buffalo Lodge et il me dit, quand je me suis posé, j'avais encore des glaçons dans mes poches. Il avait survolé le toit de l'Afrique, échappé à ses geôliers en Tanzanie, plongé dans l'immensité sauvage et goûté en somme à la vie d'un aventurier, celle qui griffe, qui brûle, mais qui fait vibrer tout entier. Et après ça, Alexis pouvait-il vraiment retourner à la raideur de la garde républicaine ? Franchement, qui aurait pu ? Alexis, social, ok, mais la hiérarchie, etc., c'était pas son truc. Et donc, je suis jamais rentré. Je suis rentré en tant que déserteur. Il a rapidement trouvé que c'était pas son éclosion future. J'ai démissionné. On ne choisit pas pour moi ma vie. Donc, Et lui, il avait besoin de ça. Il avait besoin de se barrer, besoin de vivre, je pense, des choses nouvelles à chaque fois. Quand j'ai décidé de quitter la gendarmerie, j'avais mon Golfo. Mon premier boulot vraiment au Kenya, j'avais été employé comme cascadeur dans un film avec mon Golfo. C'était un remake d'Indiana Jones, pas avec les mêmes moyens, bon, c'était un peu un navet quoi. Bon, Patrick Dorval, que tu connais, était venu avec moi pour m'aider à faire la mécanique. Il m'a appelé en disant, est-ce que tu peux venir ? Dans une arrière-cour, ça a duré
au soleil, 2 semaines pour un moteur qui était récalcitrant, un problème d'allumage, un problème de régulateur, je crois, je ne sais plus très bien. Mais on a passé 2 semaines, franchement, comme des frères. Hein, on dormait dans la même piole, on puait les pieds l'un et l'autre, on garde des souvenirs extraordinaires. L'histoire du cinéma n'aura bizarrement pas gardé un souvenir impérissable de Braxton, réalisé en 1989 par Robert Almy. Pourtant, Alexis y avait mis tout son cœur à l'ouvrage. Donc il fallait simuler des atterrissages où je rentrais dans les arbres, etc. Je suis rentré pour de vrai dans des arbres quelquefois, oui. Le gars, il avait une carrure comme ça, il faisait 3 têtes au-dessus de moi et devait prétendre être lui. Où Alexis d'ailleurs a refusé de se faire couper la moustache. J'avais la moustache, pas là-bas, j'avais la moustache. Il ne voulait pas, il avait une moustache. Donc je mettais une écharpe devant le nez. Il lui avait mis un foulard bleu sur la tête, voilà. Et on mettait des coussins sur les épaules pour avoir la carrure. Et puis bon, ça passait bien comme ça. Et bien sûr, j'avais pas de pare-brise, l'hélice, tout partait derrière. À chaque fois que j'étais sorti de l'avion, on me redisait à bossu. Je disais, coupez coupez. Alexis accumulait l'expérience à vive allure, emporté par une frénésie qui le poussait toujours plus loin. Des plateaux de cinéma aux pistes sauvages des safaris, chaque vol, chaque aventure, il les vivait avec un appétit insatiable. Il absorbait tout, le ciel, la vie, dans une course effrénée qui le faisait grandir à chaque instant. Il était, dès le départ, vraiment un des pionniers là-dedans, donc même pilote d'essai sur ULM, avec les pendulaires, etc. Quelques histoires de records d'altitude, avec des conditions tout à fait invraisemblables. Je me souviens de lui revenant avec une tête gonflée comme ça, après avoir fait son record d'altitude, avec un masque à oxygène qui ne fonctionnait plus, une température de moins je ne sais pas combien de degrés. Assez chaudement, mais c'était pas du Gore-Tex ni rien, quoi. Et j'arrive à 6000, ça marchait bien, 6002, ça marchait toujours bien. J'avais le masque sur le nez, j'avais déjà beaucoup de mal à respirer, mais je ne me rendais pas trop compte. J'étais déjà bien, j'étais brûlé de froid, etc., mais je ne me rendais pas compte, quoi. Et ça s'est arrêté. Et là, je me dis, bon, oh là, le réflexe, c'était de regarder comme ça. Tu regardes comme ça, tu vois 7700 mètres. Ça te fout un coup de panique. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Et puis j'ai besoin de respirer. Et donc des brûlures de froid, de gel. Et là, voilà, enfin bon, il y a eu quelques articles dans les journaux spécialisés. Bien sûr, quand il fait des records, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose, mais j'ai toujours une grande confiance à Alexis, parce que c'est vrai qu'il il peut être très tête brûlée, très téméraire, mais il reste extrêmement prudent. Il connaît ses limites. Bon, il a eu quelques histoires et anecdotes. Hein, il n'y avait pas de parachute sur ces trépanels. Enfin, il y a une espèce de parachute de secours avec une fusée sur les pendulaires en particulier. S'il y avait un accident, ça pouvait déclencher un parachute sur l'appareil lui-même, en fait. Et lors d'un de ces essais, son pendulaire s'est plié. Ouais, je me souviens quand ça fait tac, je me suis dit, hop, il y a tout de suite un floating qui a pété. Mais le papa est parti sur la tranche directement. Mais l'aile avait déjà cassé, quoi. Et ça fait un tumbling latéral qui suit d'un tumbling frontal. Et heureusement, j'avais mes bras qui étaient un peu... Le trapèze m'a poussé un peu, j'ai les bras qui m'ont protégé le thorax quand ça a tapé, quoi. Puis après, tout s'est démantelé, quoi. Et je me suis dit, parachute. Mais j'arrivais pas, le parachute était accroché sur la jambe de train. J'arrivais pas à attraper. En tournant le machin qui se cassait, j'arrivais pas à l'attraper. J'ai fini par attraper le parachute. J'ai eu ce moment de satisfaction. Yes, j'ai fait une fraction de seconde. Yes. Et j'ai tiré, puis rien, quoi. Ah, tu tires, tu mets le cœur, crois-moi. Et la cartouche n'a pas fonctionné, donc il a fait une chute de plusieurs centaines de mètres. Il a jamais douté, il n'a jamais eu peur, et il était sûr qu'il allait lancer en savoir. Tout le monde pensait qu'il était mort une fois, enfin, il est mort plusieurs fois de cette façon-là. Je mets sur de la caillasse, sur des pentes rocheuses et de la caillasse. J'ai fini avec 4 côtes cassées, démantibulées un peu partout, et un trauma crânien. C'est pas mal, c'est pas cher. Hein. Il a parfois passé près de limites qui pouvaient vraiment être graves,
mais il s'en est toujours sorti. Il dit toujours qu'il a un ange gardien qui l'accompagne. Je pense qu'il vole avec en escadrille serrée parce qu'il est toujours sorti de ses aventures. Malgré quelques déconvenues et des débuts empreints d'incertitude, l'enfant rêveur avait puisé dans sa passion et sa détermination pour donner vie à son rêve. Chaque expérience l'avait façonné, sculptant un caractère solide et profondément ancré. L'avenir s'ouvrait alors lumineux et chargé de promesses pour ce pilote qui déjà s'annonçait hors du commun. Le style d'un pilote, c'est le goût de l'essentiel. Un cuir authentique pensé pour le voyage. Le sac d'Alexis accueille vos affaires de pilote et vos escapades d'aventurier. The Wild Kenyan, disponible sur la boutique de l'atelier de l'ULM.